Voilà, et pour mieux donner l'idée de l'ampleur du phénomène, il y a environ 258 millions de personnes en mobilité et migrants dans le monde, ce qui représente 3,4% de la population mondiale. Plus de 80% des déplacements entre les pays se font de façon légale. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici même en plateau Mathieu Bocoté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et chroniqueur, notamment dans le Journal de Montréal et ici même au Figaro en France. Ce texte, il est non contraignant, autant dire qu'il ne s'impose pas au pays, même s'il défend un certain nombre de principes assez généraux, comme les droits de l'homme, mais également les droits des enfants, la reconnaissance aussi de la souveraineté des États. Et puis, il préconise les échanges d'informations et d'expertise. Est-ce un texte dangereux pour autant? La question se pose autrement, je crois. C'est-à-dire, lorsqu'on nous dit que c'est un texte non contraignant, et on le répète en boucle depuis quelques jours, au même moment, on nous dit que c'est un texte absolument nécessaire. Donc, il y a une forme de contradiction dans les termes, dans le discours public qui cherche à faire la promotion de ce pacte. C'est-à-dire, d'un côté, c'est non contraignant, donc ne vous inquiétez pas, ça n'a aucune portée. De l'autre côté, nous devons absolument le signer. Donc, il faut savoir lequel des deux arguments pèse le plus. Deuxième élément, je crois que ça contribue. Évidemment, ça ne dépossède pas d'un coup les États de leur souveraineté, ça va de soi. Mais la question qui est posée, c'est que ça contribue à construire, ça pose des bases normatives, philosophiques à certains égards, d'un droit à la migration qui se construit à travers les traités internationaux d'une manière ou de l'autre au fil du temps. Le plus bel exemple de cela à certains égards, c'est lorsqu'on entend dans les débats publics, on l'entend souvent, la France ou le Canada ou le Québec ne peut pas faire ça car c'est contre ses engagements internationaux. Or, convenons-en, les engagements internationaux qui limitent notre souveraineté sont rarement endossés par les parlements, soumis par référendum et ainsi de suite. Donc, les peuples ont de bonnes raisons de croire que se construit un droit international de la migration à l'abri de la souveraineté nationale, à l'abri de la souveraineté populaire. De ce point de vue, les inquiétudes qui se multiplient dans plusieurs pays témoignent justement de ce sentiment de dépossession démocratique qui n'est pas mal fondé. La crainte, c'est quoi? C'est que des ONG demain s'en saisissent pour rappeler aux États les engagements de principe qu'ils auraient signés et pour modifier leur comportement, leur politique? Je pense que la crainte va au-delà de ça. Par exemple, on le voit bien quand on lit le texte, au-delà des formules qui ont été répétées, il y a une forme de volonté de neutraliser le plus possible sur le plan moral, mais la suite juridique viendra. La différence, par exemple, entre le citoyen et celui qui ne l'est pas. Et ensuite, entre le migrant régulier et l'immigrant illégal. Donc, à partir de là, il y a une forme de neutralisation qui porte à conséquence au fil des ans. Autre élément qui inquiète beaucoup, et ça je confesse partager cette inquiétude, c'est la volonté de contrôler le discours public autour des migrations en disant nous ne devons plus soutenir des journaux ou des médias qui prennent des positions dites racistes, xénophobes, intolérantes. Alors le problème ici, c'est pas endosser le racisme, l'intolérance ou la xénophobie, évidemment. C'est de constater que l'utilisation de ces termes aujourd'hui, racisme, intolérance, xénophobie, peut servir à dénoncer simplement toute critique du multiculturalisme, de l'immigration illégale, de la discrimination positive, de l'immigration massive. Donc l'utilisation abusive de termes comme racisme, xénophobie et intolérance dans le débat public, dans nos sociétés, laisse craindre qu'on utilise ces termes-là ensuite pour restreindre l'espace du disciple, l'espace de la parole publique légitime dans le débat sur l'immigration. Ça, je crois que c'est une véritable inquiétude. Nous ne devons pas succomber à la peur, dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça quand même dans les réactions? J'ai jamais compris exactement ce que voulait dire cette phrase. C'est-à-dire, quelle peur exactement? La peur d'une dépossession démocratique, je pense que c'est une peur qui est partagée aujourd'hui dans nos sociétés. La peur des migrations massives, je crois que c'est une peur qui peut être fondée, c'est une inquiétude légitime. Et inversement, pourrait-on demander aux élites politiques de ne pas succomber à la peur de leur propre peuple? Et s'ils sont si confiants que ça devant de tels traités, qu'ils n'hésitent pas à les présenter à la population, ce serait surprenant de voir la réaction. Les soumettre à référendum, c'est ce que je ne dis pas qu'il faut le faire automatiquement, mais que l'argument de la peur peut être utilisé d'un côté comme de l'autre. Un texte qui permettrait notamment de mieux lutter contre les réseaux mafieux criminels. Est-ce que ce n'est pas nécessaire, ça? Est-ce que ça n'appelle pas davantage de coordination entre les États? Ah, mais la coordination entre les États peut prendre plusieurs formes. J'ignorais que ce pacte, par ailleurs non contraignant, si j'ai bien compris l'argument, que ce pacte non contraignant était une étape de plus dans la lutte contre les différentes mafias qui instrumentalisent terriblement la misère humaine pour, justement, dans la logique migratoire. Ajoutons une chose qui me semble assez importante. Nous sommes témoins aujourd'hui, et je pense qu'il faut le dire, d'un détournement à grande échelle du droit d'asile. C'est-à-dire que, autant le droit d'asile est un principe fondamental, autant tel que nous le connaissons, il a été formulé dans une époque, dans un autre temps, qui ne correspondait pas du tout aux migrations de masse d'aujourd'hui. Alors, de ce point de vue, par rapport au droit d'asile, qui est un principe que nous devons conserver, il est nécessaire de le repenser, mais peut-être non pas en le confiant justement à des organismes d'activistes d'une manière ou de l'autre, mais à partir de la souveraineté des États, pour voir comment chacun se sent capable d'accueillir sans pour autant se renier, sans pour autant aller au-delà de ses capacités d'accueil.
Pour vous, ce pacte mondial pour les migrations, c'est une arme idéologique du camp des progressistes, comme dirait Emmanuel Macron à l'approche de ces élections européennes. Je pense que le mot le plus important dans ce que vous dites, c'est idéologique. C'est-à-dire, oui, c'est certainement un élément idéologique dans la construction d'une légitimité nouvelle à l'échelle des pays occidentaux pour exclure du camp du débat public ceux qui veulent non pas seulement encadrer l'immigration, mais les stopper ou les contenir sérieusement. Parce que c'est l'autre aspect de ce pacte, c'est-à-dire qu'il naturalise l'immigration massive plutôt que de dire on peut les contenir, on peut les limiter, on peut les stopper à certains égards, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un devoir humanitaire, mais qu'on n'accepte pas le principe que l'immigration massive soit la norme du monde de demain. Et ça, je pense que c'est un autre élément important dans ce pacte. Ce pacte a déjà fait chuter une majorité en Belgique, un gouvernement qui a l'habitude des majorités précaires. Vous prédisez, vous, d'autres effets dans d'autres pays dans le monde? Non, parce que je pense que justement dans les pays occidentaux, en général, le système politique est assez fort et peut supporter une telle crise. Et on voit là où ça devait chuter, ça a déjà chuté, c'est-à-dire en Belgique. Cela dit, il n'est pas interdit de penser que l'enjeu prenne de l'importance politique, surtout en vue des européennes de 2019, qui risquent d'être un référendum à grande échelle sur la question de l'immigration massive. Donc, sachant cela, il se peut que le pacte de Marrakech s'installe dans le débat public à la manière d'un symbole de cette volonté de déposséder les peuples autour de la question migratoire. Je ne pense pas qu'il va prendre toute la place, mais sachons que c'est un élément qui va désormais déterminer la prochaine année politique. Merci Mathieu Bock-Côté. Voilà ce qu'on pouvait dire Au grand plaisir. de ce pacte de Marrakech adopté aujourd'hui. On passe à l'actualité.